Attention, ces histoires peuvent être choquantes et sont réservées à un public averti. Je n'ai pas dit à ma compagne que je vais bientôt mourir parce que je ne sais pas comment faire. Elle est enthousiaste à l'idée de planifier sa vie en fonction de la mienne et cela me brise le cœur. On m'a récemment expliqué où j'en étais avec ma condition et à quoi ressemble le taux de survie pour quelqu'un dans ma situation, cancer de stade 4, qui s'est propagé partout. Autant dire que c'est proche de zéro, et je suis réaliste, donc je sais que mes jours sont comptés, tout au plus quelques années dans les scénarios les plus optimistes. Je suis en couple avec une femme qui a traversé de nombreuses épreuves et des pertes très douloureuses récemment dans sa vie. Elle m'a clairement dit que je l'ai aidée à surmonter des moments très difficiles, et que s'imaginer une vie avec moi l'a aidée à tourner la page et à envisager un avenir. Je n'ai pas beaucoup de regrets dans la vie. J'ai eu la chance de voir des choses incroyables, de visiter des endroits magnifiques et d'aimer des personnes formidables. Ça peut paraître étrange, mais je me sens plutôt prêt à accepter ce qui m'attend. Ce qui me déchire le cœur, c'est que je n'ai aucune idée de comment lui annoncer la vérité, à elle, qui a inconsciemment lié son avenir à une étoile mourante. Une nuit, lorsque j'étais à l'université, je conduisais pour aller chercher de l'alcool pour une fête que ma fraternité devait organiser le lendemain soir. Je prenais une rue que je connaissais très bien pour rentrer chez moi. Il faisait sombre, mais la rue était éclairée par des lampadaires. Je me souviens avoir regardé ma radio une seconde, juste une seconde, pas longtemps du tout. Mais quand j'ai relevé les yeux sur la route, il y avait un homme qui traversait. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Quand je l'ai vu, il avait déjà heurté le capot de ma voiture et rebondi sur le côté. Je me souviens avoir crié, appuyé sur les freins, et senti une vague d'horreur face à ce qui venait de se passer. J'avoue que j'ai pensé à m'enfuir, mais j'ai fini par me garer sur le côté et courir pour voir si cet homme allait bien. Quand je suis arrivé près de lui, sa famille était devant le restaurant qu'il quittait, en train de crier et de pleurer. Il était étendu sur le bord de la route, du sang coulait de son nez et de sa bouche. 2 autres hommes étaient à ses côtés, essayant de voir s'il allait bien et appelant les secours. Tout ce que je pouvais dire, c'était « je ne l'ai pas vu ». J'étais paniqué, complètement dépassé par ce que je venais de faire. Je me suis assis sur le trottoir, de l'autre côté de la rue, et j'ai écouté leur douleur, leurs cris de désespoir, en attendant l'arrivée des ambulanciers. J'ai pleuré comme jamais auparavant, et je ne crois pas avoir jamais pleuré autant et aussi longtemps de toute ma vie. Le pire dans tout ça, et ce qui me hante encore aujourd'hui, c'est que sa femme est venue vers moi pendant que j'étais accablé sur ce trottoir. Elle s'est assise à côté de moi, a posé sa main sur mon épaule et a dit « J'ai été mariée avec lui pendant presque 50 ans. Nous avons eu une belle vie. » Puis elle m'a pris dans ses bras et m'a dit qu'elle me pardonnait. Après tout cela, il a été jugé que c'était un accident. Je n'ai pas été accusé de quoi que ce soit, et un de mes amis est venu me chercher au commissariat. Après cet événement, j'ai emprunté un chemin très sombre. J'ai commencé à boire beaucoup, j'ai abandonné mes études pendant ma dernière année, et j'ai dû retourner vivre chez mes parents parce que je n'arrivais plus à garder un emploi. J'ai même tenté de me suicider avec des pilules. Ce fut un chemin difficile vers la guérison, je ne suis pas sûr d'être totalement rétabli, et je ne pense pas que je le serai jamais complètement. Mais avec le temps, j'ai fini par remettre ma vie sur les rails. J'ai rejoint la marine, vu un peu du monde, et maintenant je suis sur la bonne voie pour retourner à l'université et espérer terminer ce que j'avais commencé là-bas. Cela a pris presque 10 ans, mais je commence enfin à me sentir à peu près entier. Je recommence à sortir avec mes amis et à profiter de la vie. Peut-être qu'il y a une lumière au bout du tunnel. J'ai fait une énorme erreur avec mon gendre, et je ne peux en parler à personne. Ça me perturbe depuis un moment, et je pense que j'ai juste besoin de le dire quelque part. Je sais que c'était un très mauvais jugement de ma part, et je me sens affreusement mal depuis que c'est arrivé. Je suis divorcé de mon mari après 36 ans de mariage. Notre divorce a été finalisé en novembre 2018. Il s'est immédiatement mis en couple avec une autre femme, plus jeune que moi d'une quinzaine d'années. Après le divorce, je suis tombé dans une grande dépression et j'ai complètement perdu confiance en moi. Je m'en suis servi comme motivation pour me reprendre en main.
J'ai perdu environ 10 kilos et j'ai décidé de me faire poser des implants mammaires. Je les ai faits en juin dernier. Après l'opération, je me suis presque cachée du monde pendant un mois, jusqu'à ce que je me sente assez confiante pour sortir à nouveau et que je sois bien remise. Ma fille et mon gendre ont une piscine dans leur jardin. Comme c'était l'été, je suis allé plusieurs fois chez eux pour passer du temps à la piscine avec eux et les petits-enfants. Fin juillet, mon gendre a fait une remarque sur ma poitrine. J'étais totalement mortifié, même si je savais que c'était évident pour eux. Je nage avec eux depuis des années, donc pas vraiment moyen de cacher mes seins. Plus tard dans la soirée, il m'a envoyé un message pour s'excuser d'avoir fait cette remarque, et il a dit qu'il était content pour moi. Je lui ai répondu par texto et, au final, je lui ai envoyé un selfie, topless. Il a été très compréhensif et m'a dit que j'étais superbe, etc. J'étais dans un état d'esprit très bas et j'avais bu. Je lui ai demandé s'il voulait passer chez moi, et il est venu. Nous avons fini par coucher ensemble. Cela faisait environ 3 ans que je n'avais pas eu de relation sexuelle, et je pense que juste le fait de recevoir de l'attention et d'entendre que j'étais belle m'a poussé à le faire. Depuis, je lui ai envoyé des photos à quelques reprises quand il m'en a demandé, mais nous n'avons rien refait depuis. Nous en avons parlé depuis, et nous sommes tous les deux d'accord que c'était une mauvaise idée. Nous avons juré de ne jamais en parler à ma fille. Je n'en ai parlé à personne. Je me sens tellement coupable, et c'est insupportable de cacher un secret aussi lourd à ma fille. Mais je n'arrive pas à me résoudre à lui dire. Il y a environ 7 ans, j'ai été hospitalisé pendant une semaine à cause d'une grave infection à l'estomac. Il y a un événement en particulier qui est resté gravé dans ma mémoire. Une nuit, j'avais besoin d'aide pour changer ma blouse d'hôpital, alors j'ai appelé l'infirmier. Il est venu dans ma chambre, et j'ai dû me déshabiller devant lui pour changer de tenue. Pendant environ 30 secondes, mon sexe était exposé à sa vue. J'ai vu ses yeux descendre et il a eu cette réaction où l'on essaie de retenir un rire, mais où on l'entend quand même. J'ai immédiatement compris qu'il se moquait de la petite taille de mon pénis. Mais ce qui m'a encore plus humilié, c'est que je n'ai rien dit. Je suis resté silencieux, comme un enfant, et je l'ai laissé s'en sortir sans rien dire. J'ai un de ces pénis qui paraît vraiment petit quand il est au repos. J'ai remarqué que beaucoup de gens jugent la taille des sexes en fonction de leur apparence au repos. Quand je suis en érection, je suis proche de la moyenne, donc se moquer uniquement de la taille de mon sexe au repos me semble injuste. Je suis une mère célibataire de 2 garçons, 12 et 7 ans. Mon mari est décédé il y a 3 ans dans un accident de travail. Une grande partie de moi croit que c'était un suicide. Je ne peux pas imaginer qu'il ait jamais pu faire l'erreur qui a causé sa mort, et il avait pris une mesure juste avant cela qui garantissait que ses collègues ne soient pas dans la pièce. Je suis convaincu qu'il s'est suicidé à cause de notre fils cadet, et personne ne pourra jamais me faire changer d'avis. Lorsque j'étais enceinte, on nous a dit que notre fils aurait la trisomie 21. Nous étions prêts à accepter cela, même si c'était sévère. Mais il s'est avéré qu'il souffre d'une délétion chromosomique. Son trouble est assez rare, je ne donnerai pas plus de détails, mais il faut savoir qu'il ne sera jamais plus que ce qu'il est aujourd'hui, ni ce qu'il a jamais été. Et ce qu'il est, c'est rien. Il ne semble pas avoir conscience de quoi que ce soit et n'en a jamais eu. Ses yeux restent fixés dans une seule position, il ne réagit pas au bruit, au toucher, ni à la douleur. Il a besoin de soins constants. Il ne peut rien faire. Il est nourri par sonde et doit être sous oxygène. Il porte des couches, et ce sera pour toujours. Il ne fait aucun son, n'essaie jamais de communiquer. Il n'a même jamais vraiment pleuré quand il était bébé. Il n'a jamais tenté d'interagir avec qui que ce soit ou avec son environnement. Je ne suis pas en colère parce que j'ai un enfant avec des besoins particuliers ou imparfaits. Je ressens ce que je ressens parce que cet être prend 200% de mon temps et ne fait rien. Je n'ai pas eu un enfant imparfait. Je n'ai pas eu d'enfant. Je ne l'aime pas. Il n'a aucune personnalité, rien à aimer. Et pourtant, je suis responsable de lui. En plus de ses retards extrêmes, il est également médicalement fragile. Crise respiratoire, impaction fécale, son système nerveux autonome ne fonctionne pas correctement, problème avec sa sonde G, infection,
escarre malgré tous les matelas et positions que nous essayons. Mon fils aîné a souffert parce que son frère inexistant a teinté chaque aspect de sa vie. Il a vu ses soins médicaux retardés parce qu'il n'y a qu'une seule de moi et que son frère est plus critique. Nous avons une infirmière à domicile, mais seulement 20 heures par semaine, et nous n'avons pas droit à plus. J'avais commencé des études de droit, j'ai abandonné mes rêves et mes projets pour mes enfants à cause de ce légume. Mon fils aîné ne peut pas faire beaucoup de choses qu'il aimerait à cause des besoins de soins de son frère et des nombreux rendez-vous médicaux. Le coup de grâce a été lorsque j'ai entendu un bruit. Je suis entré dans la chambre de mon fils cadet, pensant qu'il avait encore oublié comment respirer, et j'ai vu mon fils aîné le frapper en criant « C'est à cause de toi que je n'ai pas de mère. C'est à cause de toi que je n'ai pas de père. C'est à cause de toi que je ne peux pas inviter mes amis. C'est à cause de toi que je ne peux pas faire de sport. Je ne t'ai pas demandé et j'espère que tu vas mourir. » Au lieu d'être horrifié, j'ai regardé. Et mon fils cadet n'a tout simplement pas réagi. Aucun signe de douleur, de peur ou de tristesse. Aucune réaction. Il respire, mais il n'est pas vivant. Il ne sait pas qui je suis. Il ne sait pas qui est son frère. Il n'a aucune conscience de lui-même, aucune expérience de vie, aucune conscience de son environnement. Il n'a pas besoin d'être dans ma maison. Il ne sait pas où il est, et il s'en fiche. Il est génétiquement mon fils, mais il n'est pas de ma famille. Mon chat, qui a été maltraité et handicapé cérébral et marche de travers, a plus de personnalité et est bien plus adorable que mon enfant. En fait, j'attendais avec impatience de m'occuper d'un bébé trisomique, même avec des déficiences graves, pour cette raison. Avec le handicap peuvent venir des cadeaux. Mais cet enfant n'est pas un cadeau. C'est une erreur génétique que j'aurais probablement dû faire fausse couche, et que j'aurais certainement interrompu si j'avais su qu'il serait comme ça. Et si, par malheur, il a une conscience, alors il est misérable. Et je ne peux rien y faire. S'il a des goûts ou des dégoûts, personne ne sait ce qu'ils sont. S'il souffre, il ne peut le dire à personne. S'il veut quelque chose, il ne peut pas le communiquer. Il a eu toutes les thérapies imaginables, rien n'a jamais fait de différence. Et donc il va quitter notre maison le 29. Je me sens excité et soulagé, puis coupable, parce que je sais que nous serons plus heureux sans lui. Il m'a déjà pris mon mari et le père de mon fils aîné. Mon mari travaillait tellement d'heures supplémentaires pour payer les soins du concombre. Pour les thérapies expérimentales que l'assurance ne couvrait pas. Parce que cette thérapie allait être celle qui allait faire la différence. Il était épuisé, abattu et déçu. Il a cherché à se faire aider, mais je pense qu'il n'aurait jamais pu prononcer les mots « Je ne veux plus de mon fils chez moi » non plus. Il a ruiné mon fils aîné. J'étais tellement absorbé par le cadet que je n'ai jamais réalisé à quel point mon aîné était ignoré et abîmé. Lui aussi a perdu son père. Je n'ai pas seulement perdu mon mari. Il est ma priorité maintenant, et cette masse malveillante sera le problème de quelqu'un d'autre. Au moins, ils seront payés pour s'occuper de lui. Au moins, ils auront une pause lorsqu'ils pointeront en sortie. Je veux juste ne plus jamais penser à lui, et je ne regrette rien. Et pour ça, je suis désolé. Depuis un certain temps, je me suis lancé dans une activité assez particulière sur Omegle, je piège des prédateurs. C'est une plateforme où beaucoup de jeunes traînent, et malheureusement, elle est également devenue un terrain de chasse pour des individus mal intentionnés. En voyant ce qui s'y passe, j'ai pris la décision d'agir à ma manière. Je me fais passer pour une fille mineure, souvent en adoptant l'apparence d'une adolescente innocente, et j'attire ceux qui semblent être des prédateurs. Une fois qu'ils montrent leurs intentions douteuses, je pousse un peu plus loin pour obtenir des informations comme leur compte Snapchat ou leur numéro de téléphone. Quand j'ai ce qu'il faut, je ne perds pas de temps, je compile les informations et les envoie à la ligne dédiée du FBI qui s'occupe de ces cas. À ce jour, j'ai réussi à en faire incarcérer 4. Ce n'était pas facile, et pour l'un d'eux, j'ai même dû témoigner anonymement au tribunal. Bien sûr, ce n'est pas une expérience agréable. Loin de là. Parfois, je me demande pourquoi je m'inflige tout cela, mais en repensant à ces 4 prédateurs enfermés, je trouve une certaine satisfaction. Savoir que j'ai joué un rôle dans leur arrestation m'aide à supporter le poids de cette responsabilité. Cependant, c'est aussi un travail qui comporte des risques.
Certains de ces individus, après avoir purgé une peine de prison, sont relâchés. C'est pourquoi je fais tout cela de manière anonyme, en m'assurant que mes informations personnelles restent inaccessibles. Même ici, sur Internet, je ne prends aucun risque. J'ai créé un compte jetable pour partager cette histoire, car je tiens à rester en vie, surtout sachant que certains des pédophiles que j'ai fait condamner pourraient encore rôder quelque part. C'est loin d'être un jeu pour moi. Ce que je fais a un impact réel. Mais il y a aussi des jours où cela me pèse, car voir autant de mal et d'horreur sur une plateforme que tant de jeunes utilisent quotidiennement peut être écrasant. Cependant, je ne peux pas rester les bras croisés. Si je peux faire quelque chose pour aider, même à une petite échelle, alors je continue. Même si c'est difficile, je préfère me dire que grâce à mes efforts, au moins quelques enfants sont à l'abri de ces prédateurs. Depuis que j'ai commencé ce nouveau travail, je me suis fait une petite stratégie, faire semblant d'être un peu moins compétent que je ne le suis réellement. Avant, j'ai géré un café pendant plusieurs années. C'était un boulot intense, et même si j'étais bon dans ce que je faisais, je ne pouvais jamais vraiment me relâcher. Il y avait toujours des responsabilités qui m'étaient confiées parce que j'étais considéré comme quelqu'un de fiable. On me disait souvent, on est tellement heureux de t'avoir dans l'équipe, mais, au final, tout ce que ça m'apportait, c'était plus de travail, sans les augmentations ou les primes qui devraient aller avec. Quand j'ai quitté ce poste, je me suis demandé, pourquoi est-ce que je dois toujours me donner à fond si ça ne paie pas vraiment? Alors, à mon nouveau boulot, j'ai décidé de tester une autre approche, jouer le rôle du gars un peu bête, celui qui a besoin de temps pour comprendre, qui fait des erreurs simples, qui oublie ce qu'il doit faire. Résultat? C'est incroyable. Je suis souvent en retard, personne ne semble s'en soucier. J'oublie volontairement certains trucs importants, mais c'est toujours pris à la légère. Je pose les mêmes questions à propos de tâches basiques, et il m'explique sans broncher. Ce qui est le plus génial dans tout ça, c'est que personne ne me confie de grandes responsabilités ou de tâches supplémentaires. Il me voit comme celui sur qui on ne peut pas trop compter, et c'est exactement ce que je veux. Ça me permet de me détendre. Le plus ironique dans tout ça, c'est que je gagne bien mieux ma vie maintenant que lorsque j'étais dans ce poste où je me tuais à la tâche. Je fais un quart du travail que je faisais avant, et je suis payé davantage. Je me suis rendu compte que parfois, il vaut mieux ne pas toujours montrer tout son potentiel. Les attentes baissent, la pression aussi, et tu profites davantage de ta vie au boulot. Alors, mon conseil, faites semblant d'être un peu bête. Ça rend la vie beaucoup plus simple, et franchement, c'est une stratégie qui marche. Je suis presque sûr que mon ex a couché avec sa mère, et peut-être qu'il le fait encore. J'avais un pote, on va l'appeler Brian. Lui et moi, on sortait ensemble quand on était en 5e et en 4e. C'était pas sérieux, on était bien trop jeunes pour ça, mais voilà, on était en couple, quoi. On a un peu perdu contact après le collège. Puis, en terminale, il a complètement disparu, du jour au lendemain. Plus de nouvelles, plus rien. Personne ne savait ce qui lui était arrivé, il s'était évaporé dans la nature. Même son meilleur pote n'en avait aucune idée et n'arrivait pas à le joindre. Il a même laissé tomber la fille avec qui il devait aller au bal de promo. Évidemment, les rumeurs ont commencé à circuler, tout le monde disait qu'il était soit mort, soit en prison, ou je ne sais quoi. Mais la rumeur qui revenait le plus souvent, c'était que son père l'avait surpris en train de coucher avec sa mère. Je me disais que c'était une rumeur débile, parce que tu vois bien pourquoi ce genre de truc circule, même si c'est faux. En plus, je connaissais Brian et sa mère, et ça ne collait pas. Ils avaient l'air super normaux, une famille classique de la classe moyenne, bien installée, pas du tout du genre cas sociaux. Et franchement, qui ferait un truc pareil? Aller en tôle pour un meurtre me semblait plus probable que ça. Bref, après la fac, j'ai déménagé dans une toute petite ville à la campagne, à l'autre bout du pays, littéralement à des milliers de kilomètres de chez moi, parce que j'adore les montagnes et, aussi, parce que c'est devenu impossible de se payer un logement chez moi. Ce week-end, je suis allé faire des courses dans un Target, dans une ville voisine où je vais rarement. Et là, devine qui je croise? Oui, c'était eux. Et ils avaient un comportement, comment dire, beaucoup trop proche. Ils ne se sont pas embrassés ni rien,
mais c'était flagrant. Trop de contact physique, ils se tenaient la main, ce genre de truc. J'ai fini par les suivre un peu dans le magasin, juste par curiosité, et même jusqu'au parking pour les observer sans leur masque. C'était bien eux. Heureusement, ils ne m'ont pas remarqué, j'ai bien changé depuis le lycée, et puis j'avais un masque et des lunettes de soleil. C'était vraiment chelou. Je suis encore sous le choc. J'avais tellement besoin d'en parler à quelqu'un, mais je ne suis plus en contact avec les gens du lycée. La seule amie à qui je parle encore est du genre ultra dramatique, incapable de garder un secret, et même si moi, jamais je ne coucherai avec mes parents, je n'ai pas envie de détruire la vie de Brian ou de l'empirer, si elle n'est pas déjà foutue. J'ai pensé en parler à ma coloc, mais honnêtement, je ne l'aime pas tellement. Quand j'étais au lycée, j'ai eu cette idée un peu folle de créer une page de mèmes sur Facebook pour me moquer de mon école. Je trouvais que beaucoup de choses dans le lycée étaient ridicules, les profs, l'administration, les élèves, bref, tout le monde. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas en faire des blagues en ligne? C'est ainsi qu'a commencé l'une des expériences les plus chaotiques de ma vie d'étudiant. Au début, c'était juste pour le fun. J'ai commencé par faire des mèmes qui caricaturaient les profs et les élèves. Certains mèmes étaient plutôt innocents, mais plus je recevais de réactions, plus je devenais audacieux. J'ai rapidement commencé à viser directement des gens avec des blagues de plus en plus cinglantes. Ce n'était plus seulement des petites moqueries, c'était carrément des attaques contre certains profs, des élèves populaires ou des membres du personnel que personne n'aimait vraiment. Je me disais que tant que je restais anonyme, tout irait bien. Ce que je n'avais pas prévu, c'était à quel point la page allait devenir populaire. En quelques semaines, tout le lycée était au courant. Les élèves partageaient les mèmes, riaient, commentaient, et la page devenait presque virale au sein de l'école. Je me suis rendu compte que ce qui avait commencé comme un simple passe-temps était devenu une sorte de phénomène underground. Chaque post que je faisais devenait un petit événement, et les gens attendaient presque avec impatience de voir qui serait la prochaine cible. Bien sûr, cela a rapidement attiré l'attention de l'administration. Les blagues ne passaient pas inaperçues, surtout quand elles concernaient directement des professeurs ou des membres du personnel. L'administration était furieuse, et ils ont commencé à chercher qui était derrière la page. Ils ne plaisantaient plus. C'est là que tout est devenu sérieux. Plutôt que de simplement ignorer la page ou essayer de la signaler à Facebook, ils ont décidé d'engager un détective privé pour découvrir qui était responsable de cette campagne de dénigrement. À ce moment-là, je savais que les choses devenaient risquées, mais j'avais pris mes précautions. Je n'étais pas stupide. Je savais que s'ils remontaient jusqu'à mon ordinateur personnel, ils auraient une chance de m'identifier. Alors, je faisais tous mes posts depuis les ordinateurs de la bibliothèque de l'école, où il y avait peu de chances qu'ils me relient directement aux publications. Les mèmes ont continué, et plus l'enquête progressait, plus je me moquais de l'administration elle-même. J'ai même commencé à poster des mèmes ridiculisant l'enquête, imaginant des scénarios absurdes où l'administration faisait tout pour me trouver mais échouait misérablement. À ce moment-là, l'administration a fait appel à la police pour tenter de me retrouver, ce qui, d'une certaine manière, rendait l'aventure encore plus excitante pour moi. C'était devenu un vrai jeu du chat et de la souris. La police m'a menacé de poursuites légales, mais tant qu'ils ne pouvaient pas me coincer, je n'avais rien à craindre. Le plus drôle, c'est que j'avais presque un public fidèle. Les élèves suivaient la page, attendaient mes nouveaux posts, et certains m'envoyaient même des idées d'eux-mêmes. Personne ne savait qui j'étais, mais tout le monde en parlait. C'était devenu une sorte de légende urbaine à l'école, qui est derrière cette page. Même mes amis n'avaient aucune idée que j'étais à l'origine de tout ça. Puis est venu le jour de la remise des diplômes. J'avais prévu de faire un dernier grand coup pour clore cette aventure en beauté. Le matin de la cérémonie, j'ai posté un dernier mème sur la page. Il disait quelque chose comme « Je viens de terminer le lycée et l'équipe d'enquête n'a jamais rien trouvé. Bravo les gars, vous êtes nuls. » C'était mon petit pied de nez final à toute cette histoire. Je savais qu'il se doutait que c'était moi à ce moment-là, mais comme toujours, il n'avait aucune preuve. Je suis sorti du lycée avec mon diplôme en main, en souriant, sachant que j'avais échappé à tout ce chaos sans jamais me faire prendre. Aujourd'hui, quand j'y repense, je me demande comment j'ai pu rester anonyme aussi longtemps. Mais c'est aussi une leçon,
Parfois, l'anonymat est plus puissant qu'on ne le pense, surtout dans une époque où tout finit par se savoir. Je suis barman depuis plusieurs années, et j'ai vu pas mal de choses, mais ce qui s'est passé ce soir-là m'a marqué d'une manière particulière. C'était un vendredi soir, un de ces soirs où le bar est plein, avec la musique qui résonne, les rires et les conversations qui s'entremêlent. Tout semblait normal jusqu'à ce que je remarque quelque chose de suspect. Je servais des cocktails au comptoir, comme d'habitude, lorsque j'ai vu un homme qui traînait dans le coin depuis un moment. Il était bien habillé, poli en apparence, mais quelque chose dans son comportement m'a alerté. Il n'arrêtait pas de regarder une jeune femme qui était assise seule à une table proche du bar. Ils avaient échangé quelques mots plus tôt, mais rien de vraiment marquant. Puis, il s'est approché du comptoir et a commandé un autre verre pour elle, sous prétexte de lui offrir une tournée. En préparant le verre, j'ai jeté un œil discret sur lui, et c'est là que je l'ai vu. Il pensait que personne ne le regardait, mais j'ai bien vu sa main glisser furtivement une petite pilule dans le verre destiné à la fille. Mon cœur s'est immédiatement serré. J'ai su tout de suite ce qu'il était en train de faire, il droguait son verre pour abuser d'elle. Une montée d'adrénaline m'a traversé. Je savais que je devais faire quelque chose, mais je ne voulais pas l'alerter ni créer une scène qui pourrait se retourner contre la jeune femme. Alors, j'ai pris une décision sur le coup, sans même trop réfléchir. J'ai continué à sourire, à agir comme si de rien n'était, et pendant qu'il ne regardait pas, j'ai discrètement échangé les deux verres. Quelques minutes plus tard, il est revenu pour prendre les verres. Avec un sourire narquois, il apportait le verre drogué à la table de la jeune femme, tout en gardant l'autre pour lui-même. Je l'ai observé de loin, mes nerfs tendus à bloc, alors qu'ils engageaient de nouveau la conversation. Puis, l'impensable est arrivé, sans méfiance, il a bu à grandes gorgées le verre qu'il avait lui-même drogué, pensant que c'était celui de la fille. Je me souviens de l'expression sur son visage un peu plus tard. Lentement, il a commencé à se sentir bizarre, sa démarche devenant plus hésitante, ses mouvements plus lents. Il ne comprenait pas ce qui se passait, mais moi si. J'ai continué à le regarder, sachant exactement ce qui était en train de lui arriver. Ironiquement, il s'était piégé lui-même. Finalement, il a fini par quitter le bar, chancelant, visiblement désorienté. Quant à la jeune femme, elle est partie un peu plus tard, saine et sauve, sans jamais savoir ce qui aurait pu lui arriver ce soir-là. Je n'ai jamais parlé de cette histoire à personne, mais je me dis souvent que ce soir-là, j'ai peut-être empêché quelque chose de terrible. La semaine dernière, j'ai découvert que je suis probablement stérile à cause de plus de 10 ans de pratique de la torture des testicules. Depuis mes débuts dans le BDSM et la domination féminine au début de ma vingtaine, j'ai maintenant 36 ans, j'ai développé un intérêt particulier pour ce qu'on appelle la torture des testicules. J'ai passé des années à explorer cela, principalement avec des dominatrices professionnelles qui m'infligeaient des coups ou marchaient sur mes testicules. Je ne sais pas exactement pourquoi je trouve cela excitant, mais c'est le cas. Récemment, j'ai voulu donner du sperme pour gagner un peu d'argent, mais lors des tests, j'ai découvert que ma production et la motilité de mes spermatozoïdes étaient tellement faibles que mes chances d'imprégner une femme étaient quasi nulles. J'ai consulté un spécialiste de la fertilité qui, après m'avoir examiné, a été choqué par la quantité de tissu cicatriciel et de traumatismes que mes testicules ont subis au fil des ans. Il m'a donné quelques recommandations, mais comme je n'ai jamais vraiment eu envie d'avoir des enfants, cela ne me dérange pas tant que ça. Ce qui m'embête davantage, c'est de ne pas pouvoir gagner de l'argent en donnant mon sperme. Au final, je suis pratiquement stérile à cause de ces pratiques, mais je continue de les apprécier de temps en temps, même si je sais que cela a eu des conséquences sur ma fertilité. Cela fait littéralement une décennie que je ne fais presque rien au travail. J'ai un super boulot au Canada, où je fais de la saisie de données et de l'analyse. Je préfère ne pas préciser le secteur car c'est assez spécifique. Je gagne 70 000 $ par an, avec des avantages sociaux complets, tout le package. Franchement, c'est génial. Ma confession, c'est que toutes les informations que je traite proviennent de fichiers Excel standards créés par d'autres personnes. Durant mon premier mois,
j'ai créé une macro qui récupère des données provenant de plus de 50 endroits différents sur notre serveur partagé et qui compile un rapport de 5 pages chaque jour. Le tout est envoyé automatiquement par email, à des moments aléatoires autour de 14h30, du lundi au vendredi. Tout le monde pense que je suis exceptionnel dans mon travail. En réalité, je suis probablement la personne la plus paresseuse que vous rencontrerez. Je suis presque en train de finaliser l'approbation d'une fonction VPN qui me permettra de travailler depuis chez moi. Petite mise à jour, car ce poste a pris plus d'ampleur que je ne l'avais imaginé. C'est un compte jetable, donc aucun souci si mon patron tombe dessus. Beaucoup se demandent ce que je fais de mon temps libre. En fait, j'ai suivi un programme de formation via mon travail qui me permet de poursuivre mes études gratuitement. J'ai déjà obtenu un master et je travaille actuellement sur d'autres projets. Merci à tous pour les commentaires sur l'importance de travailler intelligemment, et non pas dur. Ça fait plaisir. Combien de temps m'a-t-il fallu pour tout mettre en place? J'ai fait les choses à l'ancienne pendant 2 semaines avant de comprendre ce que je pouvais automatiser. Ensuite, j'ai passé une semaine à travailler sur le rapport tout en créant la macro. Enfin, une semaine de tests et de corrections. Donc, environ un mois après mes débuts, tout était automatisé. Pour les questions sur les congés maladie ou les vacances, j'ai un ordinateur portable professionnel, donc les jours de maladie ne posent aucun problème, même si je n'ai dû en prendre que 2 en 10 ans. Pour les vacances, je désactive simplement l'envoi automatique. D'ailleurs, petite anecdote marrante à ce sujet, lorsque mon premier enfant est né, il est arrivé 3 semaines plus tôt que prévu. J'étais tellement pris dans l'événement que j'ai oublié de désactiver l'email. Résultat, le rapport est parti comme d'habitude, et j'ai reçu des félicitations pour mon dévouement au travail malgré la naissance. Quand j'avais 15 ans, j'ai commencé à sortir avec une fille, appelons-la Vert. Je venais de sortir d'une relation et c'était un peu une histoire de rebond. Au début, tout se passait bien, mais avec le temps, je me suis éloigné d'elle. Nous n'avions pas beaucoup de points communs, et je voyais bien qu'on n'était pas fait pour être ensemble. De son côté, elle était obsédée par moi, me voyant comme l'amour de sa vie, son futur mari, etc. Au bout de 8 mois, j'ai enfin eu le courage de rompre. Pendant toute la relation, je l'avais toujours traitée avec respect et gentillesse. Après la rupture, elle a commencé à perdre la tête, racontant à tous ses amis, et aux miens, que j'étais viol avec elle, que je la frappais, ce qui était complètement faux. Cela a duré 1 mois ou 2, et chaque jour, je devais faire face à ces accusations. À cette époque, j'étais retourné avec mon ex, celle avec qui j'étais avant Vert. À un moment donné, l'histoire est arrivée aux oreilles d'un parent, qui a évidemment contacté l'école et la police. C'est alors que Vert a inventé une fausse histoire en disant que je l'avais violée sur un canapé après une soirée, alors que j'étais parti avant 20h. Elle a même réussi à convaincre ses amis présents à la soirée de corroborer son histoire, prétendant que j'avais un comportement étrange avec elle, alors que ma copine de l'époque était toujours avec moi et ne m'a pas lâché des yeux. Je ne vais pas rentrer dans tous les autres détails, car c'est un tissu de mensonges, mais c'était suffisant pour que la police décide qu'il y avait des raisons suffisantes pour me poursuivre pour viol à l'âge de 16 ans, sans même entendre ma version des faits. Mes parents étaient déjà au courant des rumeurs, mais là, ils ont compris à quel point c'était sérieux, que ma vie était en jeu pour quelque chose que je n'avais même pas fait. Nous n'étions pas riches, mais mes parents ont dépensé des milliers de dollars pour engager un très bon avocat afin de me défendre. À ce moment-là, tout le monde à l'école se moquait de moi, sauf mes quelques amis proches. Tout le monde croyait aveuglément la version de Vert, parce que, pourquoi inventerait-elle ça, non? Même mes amis proches ont commencé à s'éloigner, car ils subissaient des pressions pour rester amis avec moi. Nous avions toutes les preuves que je n'étais pas coupable, où j'étais ce jour-là, les messages où elle disait qu'elle me manquait après la date supposée de l'agression. Elle, de son côté, n'avait rien à part ses fausses accusations et les histoires de ses amis. J'étais certain de gagner le procès, et après plus de 8 mois de report, elle a finalement abandonné les charges. Elle n'a jamais dû avouer qu'elle avait menti et n'a subi aucune conséquence pour tout cela. Pendant cette période, j'ai dû vivre sous des règles très strictes, interdiction de parler à des filles de moins de 18 ans, couvre-feu à 21h, et obligation d'être accompagné d'un adulte en public. Aujourd'hui, j'ai 19 ans et je souffre d'une grave anxiété sociale à cause des années de harcèlement et de tourments que j'ai subis.
Je ne peux pas me faire de nouveaux amis, car ceux qui ne me connaissent pas personnellement ont entendu parler de cette histoire. Je déteste que mes parents aient dû dépenser 15 000 $ pour me défendre contre des accusations totalement fausses. Comment une fille de 16 ans peut-elle avoir le pouvoir de ruiner ma vie? Je ne suis plus que l'ombre de moi-même, que ce soit physiquement ou mentalement. Je fume constamment pour oublier mes problèmes et enfin me détendre. Le fait qu'elle n'ait jamais été punie me ronge de l'intérieur. Mon grand frère a 30 ans. Il n'a pas de travail, il n'a pas travaillé depuis le lycée, il ne va pas à l'école et vit toujours chez nos parents. Tout ce qu'il fait, c'est semer le désordre et jouer aux jeux vidéo toute la nuit. Il joue tellement que je l'entends crier et hurler sans arrêt, et c'est devenu un combat parce que je ne peux pas dormir avec tout le bruit qu'il fait. Oh, et moi, j'ai 17 ans, je suis une fille et je vais emménager dans mon propre appartement samedi prochain pour commencer l'université. Bref, hier soir, ça a commencé comme d'habitude. Vers minuit, il a commencé à jouer, il a monté le volume de ses enceintes à fond et s'est mis à hurler et crier sur je ne sais quoi. Quand je lui ai demandé de baisser le volume, la situation a dégénéré et nous avons fini par nous disputer en criant. Inutile de dire qu'il s'est énervé et a détruit la porte de ma chambre en la frappant. J'étais à bout. Mes parents s'en moquent, cela fait un mois que je ne dors pas bien, alors j'ai élaboré mon plan de vengeance. Mon frère est sorti tôt ce matin avec ma tante et a laissé la porte de sa chambre déverrouillée. J'aurais pu saboter son ordinateur et ses enceintes, mais j'ai décidé de faire quelque chose de plus intéressant. Sa chambre est poussiéreuse, pas vraiment en désordre, juste poussiéreuse, alors j'ai saupoudré du Nesquik, oui, la poudre de chocolat sucré, dans les recoins sombres et poussiéreux de sa chambre, sous ses draps, dans ses chaussures, un peu partout où ça ne serait pas trop suspect. Eh bien, l'invasion estivale de fourmis, qui revient chaque année, a déplacé ses troupes de leur champ de bataille habituel, la cuisine et la salle de bain, vers sa chambre. Quand mon frère est rentré, il a totalement pété un câble. Il y avait des fourmis partout, d'après ce que j'ai entendu pendant sa crise. Des fourmis dans son lit, sur son clavier, dans son ordinateur. Les fourmis faisaient même la fête dans son placard, d'après ce que j'ai entendu. Pour compliquer encore les choses, j'ai caché l'insecticide. Et comme il ne sait pas conduire, il n'a aucun moyen de se débarrasser des fourmis. Mes parents ne rentrent pas avant ce soir. Donc en ce moment, il est en pleine crise de nerfs parce qu'il ne peut pas jouer à ses jeux, tandis que moi, je profite tranquillement de ma chambre sans fourmis. Il y a quelques années, je me suis lancé le défi de faire seul une randonnée de 2 jours, pour devenir plus indépendant. Bien que la randonnée puisse se faire en une journée, je me suis perdu et j'ai dû camper 2 fois. Quelques années plus tard, j'ai rencontré une fille dont je suis tombé follement amoureux. 6 mois après notre rencontre, nous avons emménagé ensemble. Après 1 an et demi de relation, je l'ai emmenée sur ce même sentier, et nous avons passé un moment incroyable. Cette randonnée est devenue un rituel annuel pour nous, mais la 3e année, j'ai senti que notre relation s'effritait. Malgré une nouvelle tentative pour raviver la flamme en faisant la randonnée une 3e fois, les choses n'étaient plus comme avant. Peu de temps après, j'ai mis fin à la relation car je pensais qu'elle n'était plus heureuse. Après la rupture, j'ai traversé une période de dépression profonde, abandonnant toutes les activités que nous faisions ensemble. J'ai coupé les ponts et essayé de me reconstruire. Pour marquer la fin de notre relation, j'ai décidé de refaire cette randonnée seule. À ma grande surprise, en arrivant au premier campement, j'ai retrouvé mon ex qui était là par hasard. Nous avons passé la nuit ensemble et, le matin suivant, nous avons fait l'amour. Cette expérience a marqué le début d'une étrange tradition où, chaque année, à la même date, nous nous retrouvons sur ce sentier pour passer du temps ensemble et avoir des relations intimes, malgré nos vies séparées. Même lorsque j'étais dans une nouvelle relation, je n'ai pas pu résister à retourner la voir lors de cette randonnée, ce qui m'a poussé à tromper ma petite amie, avant de finalement rompre avec elle. L'année suivante, nous avons à peine fait la randonnée, préférant camper au même endroit pendant plusieurs jours, profitant de la nature et de notre connexion physique. Cependant, cette relation épisodique avec mon ex est restée confuse, car elle m'a envoyé des signaux mitigés tout en poursuivant sa propre vie. Je suis toujours attiré par elle, mais des rumeurs disent qu'elle va se marier bientôt.
Bien que cela me perturbe, je sais que je ne pourrai pas résister à l'envie de retourner une fois de plus à cette randonnée pour voir si elle y sera. Malgré les doutes sur l'éthique de cette situation, je suis prêt à suivre mes sentiments, même si cela complique ma vie. J'ai quitté mon mari après 30 ans de mariage et 3 enfants. Nous nous sommes mariés le 4 février 1989. J'avais 15 ans, lui en avait 16. Il me regardait comme si j'avais accroché les étoiles dans le ciel. Nos parents approuvaient notre union. Les préparatifs du mariage étaient déjà en cours depuis quelques semaines, mais nous nous étions rencontrés au début de cette même semaine, lors de nos fiançailles. C'est lui qui a fait tout le discours. Je ne l'ai pas revu avant le jour du mariage. Ce fut une belle journée. Aujourd'hui, c'est difficile de me souvenir de tout, les souvenirs se mélangent, mais je me souviens qu'à la fin de la journée, je pensais que mon monde touchait à sa fin. Je n'ai jamais voulu me marier. Je n'ai jamais voulu avoir des enfants. Mais je n'ai rien dit cette première nuit, ni aucune des nuits suivantes. Pas après la naissance de notre premier fils, ni après celle des jumeaux. Il a tout fait pour me rendre heureuse, et ça, je ne l'oublierai jamais. J'ai préparé les papiers du divorce. J'ai déménagé mes affaires. Il est dévasté, les enfants me détestent, mais ça va. Je sais que je suis une personne terrible pour avoir détruit tout cela. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire ensuite. Je n'ai pas de diplôme, pas d'expérience professionnelle. J'ai plus de 40 ans, et j'ai gaspillé une grande partie de ma vie à être malheureuse. Si vous pouvez apprendre quelque chose de mon histoire, c'est de ne pas être comme moi. Ne restez pas dans une situation qui vous rend malheureux. Nous avons échangé nos frères jumeaux à la naissance. Quand j'avais 11 ans, ma mère a donné naissance à mes petits frères, des jumeaux identiques. Avec ma sœur, nous sommes également des jumelles identiques, nous avons trouvé amusant de les échanger. Ils portaient des bracelets avec leurs prénoms pour les identifier, mais nous avons réussi à les retirer discrètement et à les échanger. Ensuite, nous les avons placés dans les berceaux l'un de l'autre. Nous l'avons fait parce que nous pensions que nos parents s'en rendraient compte tout de suite et en riraient, car ils ont toujours réussi à nous distinguer, même quand nous échangions nos vêtements. Mais ils ne se sont aperçus de rien. Un peu plus tard, peut-être quelques semaines, voire un mois après, nous avons commencé à avoir peur qu'ils finissent par le découvrir et que nous nous attirions des ennuis. Nous avons donc décidé de les remettre à leur place d'origine, en les replaçant dans les bodys portant leur prénom. Mais à ce moment-là, ma mère s'était déjà habituée à leur visage et à leur personnalité individuelle. Elle nous a demandé pourquoi nous jouions à échanger leurs vêtements. Nous ne lui avons jamais dit que nous essayions en réalité de corriger une farce qui avait fonctionné, car nous savions qu'elle ne nous croirait pas ou qu'elle serait furieuse. Nous sommes donc les seuls membres de la famille à savoir qu'ils ont été échangés et que l'aîné est en réalité le cadet. Seul un de nos meilleurs amis est au courant. Ils auront 16 ans en décembre. Nous prévoyons de leur dire un jour, car ils méritent de connaître la vérité, mais pour l'instant, ni ma sœur ni moi n'avons le courage de le faire. Lorsque j'étais étudiant dans une grande université à la fin des années 80, j'échouais lamentablement dans plusieurs cours. J'avais complètement raté 2 de mes 6 cours et je devais trouver un plan pour éviter d'être renvoyé. Pour l'un des cours, j'ai décidé de passer tout mon temps libre à corriger mes erreurs et à réussir l'examen final. L'autre cours, beaucoup plus technique, nécessitait une stratégie plus risquée. À l'époque, j'étais un élève modèle, mais la peur d'échouer m'a poussé à envisager des mesures désespérées. Le cours en question était un cours de sciences-ingénierie auquel je n'avais presque jamais assisté. Je me suis rendu au dernier cours le jeudi pour voir comment je pourrais m'en sortir. Le professeur a mentionné que ceux qui avaient une moyenne de 93 ou plus pouvaient être dispensés de l'examen final. J'avais une moyenne de 64, donc je devais passer l'examen, mais je savais que je n'aurais jamais assez de points pour réussir. La seule solution, selon moi, était de modifier mes notes. Le bâtiment des sciences fermait pour le week-end, et les bureaux des professeurs étaient verrouillés. Cependant, certaines parties du bâtiment restaient accessibles. J'ai donc élaboré un plan. Vendredi après-midi, après la fin des cours, j'ai exploré le bâtiment, qui était en forme de U avec 3 étages.
J'ai découvert qu'une des fenêtres des laboratoires du premier étage, cachée derrière une clôture et des buissons, pouvait être déverrouillée. J'ai donc laissé cette fenêtre déverrouillée pour m'introduire plus tard. À 3h30 du matin, armé d'un marteau, de pinces, de scotch et de tournevis, je suis retourné dans le bâtiment. Je me suis glissé à travers la fenêtre et ai mis du scotch sur la serrure de la porte du laboratoire pour éviter qu'elle ne se verrouille derrière moi. En me dirigeant vers le bureau du professeur, j'ai découvert qu'il y avait des étudiants qui travaillaient dans un autre laboratoire, ce qui couvrait les bruits que je faisais. Arrivé au bureau, j'ai commencé à démonter la vitre de la porte, une tâche bien plus compliquée que prévu à cause de la peinture qui recouvrait les vis. Après de longs efforts, j'ai enfin réussi à ouvrir la porte. Une fois à l'intérieur, j'ai trouvé le registre des notes manuscrites du professeur. J'avais prévu de modifier uniquement mes notes, mais j'ai rapidement changé d'avis. J'ai décidé de modifier les notes de plusieurs autres étudiants pour créer un chaos qui rendrait difficile de détecter les changements. J'ai donc modifié environ 1500 notes sur les 3000 du registre, en changeant des notes dans les 60 en 80 et celles dans les 70 en 90. J'espérais ainsi qu'aucun élève ne serait directement suspecté. Après avoir terminé avec le registre, j'ai remarqué un ordinateur IBM dans le bureau. Craignant que le professeur n'ait aussi enregistré les notes numériquement, j'ai pris la décision de formater tous les disques présents sur l'ordinateur, supprimant ainsi tout autre enregistrement des notes. Une fois cela fait, j'ai replacé la vitre de la porte tant bien que mal et laissé un post-it disant « Désolé, un manche à balai a cassé la vitre. Remplacer, maintenance ». Je suis ensuite sorti par la fenêtre sans me faire remarquer. Je n'ai même pas passé l'examen final, sachant que mes nouvelles notes me garantiraient une moyenne supérieure à 93. Après 45 jours d'attente cet été-là, j'ai finalement reçu ma note, 90 dans le cours. J'étais soulagé et, étonnamment, je n'ai jamais subi de conséquences pour cette nuit stressante. Je suppose que d'autres étudiants ont aussi été ravis de voir leurs notes améliorées sans savoir ce qui s'était passé. J'ai prié une fois pour que ma fille meure, et cela s'est réalisé. Quand j'avais 20 ans, j'ai commencé à sortir avec une fille. Nous sommes restés ensemble pendant 3 ans. Bien qu'elle m'aimait à la folie, je n'ai jamais vraiment ressenti d'amour pour elle. Les raisons de cela sont une autre histoire. Environ 2 ans et demi après le début de notre relation, nous avons découvert qu'elle était enceinte. Je n'avais pas utilisé de préservatif une seule fois, et voilà. Après environ 6 ou 7 mois, nous avons appris qu'elle avait un problème au niveau de son système reproducteur et qu'elle devait rester à l'hôpital. Tous les jours après le travail, je lui apportais à manger et restais auprès d'elle. J'ai pratiquement vécu à l'hôpital pendant 2 semaines. Elle n'avait pas le droit de se lever ni de bouger. J'étais à ses côtés durant toute cette épreuve. Puis, un jour, sans prévenir, sa poche des os s'est rompue. Elle était sur le point d'accoucher. Nous avons discuté avec le personnel de l'hôpital, qui nous a expliqué que, étant donné que le bébé allait naître prématurément, ses poumons n'étaient pas encore développés. Ils nous ont dit que si nous choisissions de réanimer le bébé, il risquait de souffrir de lésions cérébrales permanentes. Nous avons donc décidé que si elle naissait sans respirer, nous ne tenterions pas de la réanimer. Et voici la partie la plus horrible. Depuis que j'avais appris qu'elle était enceinte, je priais en secret pour que quelque chose de mal arrive. Je ne voulais pas rester coincé dans cette relation et dans cette vie pour toujours. J'ai commencé à prier, en suppliant un quelconque Dieu de me sortir de cette situation. Quand le bébé est né, je l'ai vu devenir bleu, puis violette, puis noir, juste devant mes yeux. Je l'ai regardé, terrifié, se débattre pour essayer de respirer sans poumons. C'était, et c'est encore, la chose la plus effrayante que j'ai jamais vue. J'ai gardé ce secret toute ma vie. Je n'en ai jamais parlé à personne. Cela m'a plongé dans une dépression si profonde que j'ai tenté de me suicider. J'ai des crises d'angoisse et des cauchemars constants depuis cet événement. J'ai aussi été hospitalisé et suivi par des thérapeutes. Je ne souhaiterais jamais à personne de vivre une telle expérience. Quand j'avais 13 ans, j'ai été abusé par un membre de ma famille jusqu'à ce que je déménage chez ma tante. Elle est une personne gentille qui m'a accueilli et m'a aidé à fuir les gens méchants de ma famille. Quand on a découvert que j'étais enceinte, elle a deviné ce qui s'était passé.
Je ne lui avais rien dit, mais elle avait toujours soupçonné quelque chose sans avoir de preuves. Elle a trouvé un moyen de me sortir de là. Elle a fait semblant d'être enceinte et a demandé à mes parents si elle pouvait obtenir ma garde pour que je puisse vivre avec elle, être scolarisé à la maison et l'aider. Mes parents ont d'abord refusé parce qu'ils allaient perdre les aides alimentaires, alors ma tante a proposé de leur donner l'argent en espèces. Ils ont accepté, et elle leur a donné un peu plus chaque mois pour qu'ils restent éloignés. Mes parents étaient des drogués sans scrupules. J'ai eu mon enfant en 1988, et depuis, je n'ai vu mes parents que quelques fois. Ma tante a ensuite obtenu ma garde au tribunal en disant que mes parents m'avaient laissé chez elle un jour et ne m'avaient jamais récupéré. J'ai confirmé cette version et ça a marché. Le tribunal a convoqué mes parents, mais ils ne sont jamais venus. Ma tante a donc eu la garde complète et j'ai vécu chez elle jusqu'à ce que je puisse trouver un emploi. Ce n'est pas un super travail, mais c'est bien mieux que là d'où je viens, et j'en suis fier. Ma tante m'a emmené pour un avortement, mais c'était trop tard selon les lois de notre État. Elle a continué à faire semblant d'être enceinte et je suis resté à la maison jusqu'à ce que j'accouche. Tout le monde pense que c'est son enfant. Je ne me sens pas coupable et je ne lui dirai jamais la vérité, sauf si c'est vraiment nécessaire. Elle m'a dit que c'était mon choix de lui dire, mais je pense que c'est aussi son choix. Elle l'a élevé, il l'appelle « maman » et je ne voudrais pas gâcher ça. Il ne me ressemble pas, ni à ma tante. Il pense que son père est un inconnu qu'elle a rencontré une nuit. Aujourd'hui, il est adulte, marié et veut des enfants. C'est parfois étrange, car je sais que ses futurs enfants seront mes petits-enfants, mais ils ne le sauront jamais. Je ne me sens pas comme sa mère. Je sais que je suis sa mère biologique, mais je ne suis pas sa maman. Parfois, ça me rend un peu triste, mais je sais que c'était la meilleure décision. Il a eu une belle vie grâce à ma tante et moi. Nous avons économisé pour lui permettre d'aller à l'université, et il a réussi. Il me connaît comme sa cousine, et on s'entend bien. Il est gentil, travailleur et toujours prêt à aider les autres. Je suis fier de lui. Revenons 6 ans en arrière, à l'époque où ma sœur et moi avions 16 ans. Ah, si seulement on pouvait remonter le temps. Ma sœur Jane était la personne la plus douce que j'ai jamais connue. Enfin, à l'époque, je ne pensais pas autant de bien d'elle. En plus d'être gentille avec presque tout le monde, elle avait ce côté garçon manqué, tu vois, les cheveux courts, des vêtements de garçon, et elle s'intéressait plus aux voitures qu'aux poupées, si tu vois ce que je veux dire. Tout cela s'est passé sur une longue période. Elle a commencé à adopter un look plus masculin vers l'âge de 13 ans, et mes parents pensaient que c'était une phase. Ils lui disaient sans cesse de s'habiller, normalement. Après de nombreuses disputes, cris et pleurs, mes parents ont fini par abandonner et lui ont permis de s'habiller comme elle voulait. Ce fut une période terrible de quelques semaines, avec beaucoup de gifles, de coups, et des cris constants de mon père, tandis que ma mère ne cessait de pleurer. Aujourd'hui, je comprends que la vraie raison, c'était qu'ils ne voulaient pas que leur fille soit vue comme une anormale. Mes parents ne sont pas vraiment religieux, du moins pas plus que la moyenne. Ils ne nous ont jamais forcés à suivre des croyances spécifiques. Moi, j'ai découvert l'athéisme quand j'étais ado, et ça ne les a pas dérangés. Ils m'ont juste dit de ne pas en parler autour de nous, car une grande partie de notre famille est croyante. Mon père était policier, et pas à un petit poste non plus. Il aimait son travail et, de mon point de vue, il était assez libéral, très inclusif vis-à-vis des autres races et tout ça. Il était aussi assez laxiste sur les règles. Il nous montrait souvent son arme, et sur le terrain de mon grand-père, il nous apprenait à tirer avec un pistolet similaire. Il veillait à ce qu'on sache bien manier les armes, les entretenir, recharger, et surtout ne jamais viser quelqu'un. Les questions concernant les personnes gays ou trans venaient rarement, mais je me souviens d'une fois à la télévision où quelqu'un en parlait, ou peut-être que c'était dans un film, je ne me souviens plus, mais mes parents étaient dégoûtés à l'idée même. J'avais 11 ou 12 ans à l'époque. Par curiosité, je leur ai posé des questions, et ils nous ont expliqué à moi et à ma sœur ce qu'était une personne gay ou trans. Ils ont même dit que ces gens étaient malades et devaient être soignés, tout comme les pédophiles ou les meurtriers. Ma sœur n'a pas vraiment réagi, mais moi, j'ai sauté sur l'occasion. Avec mes amis, on s'amusait à créer des histoires stupides avec des personnages gays ou trans qui finissaient toujours par être tués ou emprisonnés.
Mes parents me félicitaient pour mon imagination après avoir entendu l'une de mes longues histoires pour un gamin de 12 ans. L'année suivante, ma sœur a commencé à adopter ce style garçon manqué, et je n'y ai pas prêté trop d'attention. Mais 2 ans plus tard, à 15 ans, j'ai eu une sorte de déclic. J'ai compris pourquoi mes parents étaient si opposés à ça, et j'ai réalisé ce qu'elle était réellement. Elle était transgenre. Ça m'a mis en colère d'imaginer que ma propre sœur pouvait être quelque chose d'aussi vil. Je lui ai posé la question à plusieurs reprises, mais elle m'envoyait toujours balader ou nier en bloc. Quelques mois plus tard, notre relation s'est dégradée. On ne se parlait presque plus. Je ne pouvais plus la regarder, et chaque fois que je commençais à parler, Jane quittait la pièce aussi vite que possible. Puis, une nuit, je jouais à World of Warcraft tard dans la nuit après que mes amis se soient déconnectés. En allant à la cuisine chercher un verre, je suis passé devant sa chambre. J'ai entendu un bruit. C'était étrange, comme un cri d'une créature bizarre. Pris de panique, j'ai ouvert la porte. Je l'ai vue, pleurant sur le sol, essayant d'étouffer ses sanglots. À ce moment-là, tout s'est effacé. Je me suis précipité vers elle, lui demandant ce qui se passait, l'aidant à se relever, et je l'ai serrée dans mes bras. C'était la première fois depuis longtemps que nous partagions un vrai moment. Elle m'a tout avoué. Elle était effrayée, blessée, et elle était trans. Je n'ai jamais été aussi déchiré que dans ce moment. Je détestais qu'elle soit trans, je détestais les trans en général pour l'avoir contaminée. Mais c'était ma sœur, quelqu'un avec qui j'avais partagé tant de moments, qui était là pour moi quand j'étais à terre. Je ne pouvais pas la laisser tomber, alors je l'ai juste tenue contre moi et je suis resté avec elle toute la nuit. Aucune de ses paroles ne m'a vraiment atteint sur le coup. Elle s'est endormie ce matin-là, et comme c'était un samedi, je lui ai mis une couverture pour qu'elle puisse dormir. Elle a dormi jusqu'à 14 heures, jusqu'à ce que ma mère la réveille en criant. Elle m'a regardé, les yeux rougis, et m'a dit en silence « merci ». Je m'en souviens comme si c'était hier. Après le déjeuner, je lui ai dit qu'on devait parler, et c'est ce qu'on a fait. Je lui ai suggéré qu'on dise à nos parents qu'elle était trans, qu'ils pourraient lui trouver un traitement pour qu'elle soit soignée. C'est là que tout a commencé à déraper, car ma mère a entendu la conversation. « Tu es trans ?» a-t-elle hurlé, en appelant mon père. Jane n'a rien dit, alors ils se sont tournés vers moi, me demandant si elle l'avait admis. J'ai hoché la tête. Mon père l'a battue avec une ceinture, laissant quelques coupures. Ils ont crié, elle pleurait, et moi je restais là, impuissant. Notre 16e anniversaire est arrivé. Au fil des mois, j'avais fini par m'ouvrir un peu plus à la question des personnes trans et j'ai beaucoup lu en ligne, parlé avec des gens sur des forums. Mais mes parents ne voulaient rien entendre. Jane et moi sommes nés le 14 février, les jumeaux de la Saint-Valentin, à. J'ai toujours aimé cette date, parce que c'était comme si le monde entier célébrait notre anniversaire. Comme chaque année, j'ai eu un gâteau et plein de cadeaux, et comme toujours, j'ai acheté un petit cadeau pour Jane. Cette année, j'étais partagé, mais j'ai décidé de lui acheter quand même quelque chose. C'était un énorme ours en peluche adorable. Pas un de ceux qu'on trouve pour la Saint-Valentin, un vrai gros ours, et cher. Comme chaque année, mes parents travaillaient le lendemain. Je n'ai pas eu le courage de lui donner son cadeau le 14, même mes parents n'ont pas célébré son anniversaire, juste le mien. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de lui offrir le lendemain, quand nos parents ne seraient pas là. Je me sentais vraiment mal pour elle, alors j'ai écrit une lettre. J'ai essayé d'écrire en belles lettres cursives, mais c'était un charabia, où je lui disais que je l'aimais toujours et que nos parents ne comprenaient pas. J'ai fini par écrire « Je suis content de t'avoir comme frère ». Je me souviens d'avoir écrit ces mots, en me sentant bizarre mais aussi heureux à la fois. Le lendemain, après leur départ, j'ai ouvert la porte de sa chambre, mais elle n'était pas là. J'ai posé l'ours et la lettre sur sa tête moelleuse, puis je suis parti jouer à World of Warcraft en attendant qu'elle le trouve. J'ai entendu la porte de sa chambre s'ouvrir et se refermer. Je pense qu'il s'est écoulé presque 1 heure avant que je n'entende un bruit. Un son si fort que mes oreilles ont commencé à bourdonner. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre que c'était un coup de feu. J'ai eu cette pensée horrible, mais je ne voulais pas que ce soit vrai. Je voulais fuir, mais en même temps, je savais que je devais voir ce qui s'était passé. J'ai ouvert la porte et il était là, allongé dans une mare de son propre sang,
serrant ce stupide ours en peluche contre lui. Ce moment-là a été le plus long de toute ma vie. Je suis tombé, je me suis effondré, sans même essayer de me retenir. J'ai fini avec un doigt cassé en chutant. Une fois revenu à moi, j'ai appelé une ambulance. Mais c'était trop tard. C'était l'arme de mon père, voilà pourquoi il n'était pas dans sa chambre, il était en train de la récupérer dans son coffre. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé une enveloppe avec mon nom dessus. À l'intérieur, il y avait 5 cartes de 60 jours pour World of Warcraft. Pour le meilleur frère, disait la note. C'était son cadeau pour moi. Il m'a fallu des semaines avant de pouvoir les utiliser, mais quand je l'ai fait, j'ai créé un personnage, en utilisant une variation étrange du prénom Jay, le surnom qu'il utilisait avec ses amis, et notre nom de famille. J'ai joué avec ce personnage pendant un long moment avant d'arrêter. J'ai eu envie de mettre fin à mes jours, pour la rejoindre quelque part. Aujourd'hui, ces stupides cœurs et ces célébrations de la Saint-Valentin ne sont qu'un rappel douloureux de tout ça. Je pensais avoir un fétichisme scat, mais je me trompais. J'ai vraiment fait d'une grosse erreur, et je ne sais pas si je m'en remettrai mentalement. Comme beaucoup de jeunes hommes de nos jours, j'apprécie la pornographie et j'en regarde assez régulièrement. Bien sûr, il y a énormément de contenu, et je dois avouer que les choses normales ont fini par me lasser. Alors, j'ai commencé à explorer des genres plus extrêmes, mais légaux. À un moment, je suis tombé sur du scat, et pour être très honnête, ça m'a vraiment excité. Il y avait quelque chose dans le fait de voir une belle femme aux formes généreuses lâcher une grosse bûche qui m'excitait beaucoup. Je ne plaisante pas en disant que j'ai passé presque 2 ans de ma vie à regarder principalement ce type de porno. Plus je m'y intéressais, plus j'avais envie de l'expérimenter en vrai. J'ai essayé de trouver des femmes qui étaient aussi dans ce genre de pratique, mais elles étaient rares. Finalement, j'ai trouvé une escorte spécialisée dans les fétichismes extrêmes, et elle était vraiment canon. Mais très chère. Je savais que je voulais absolument tenter ça, mais n'étant pas riche, j'ai pris un crédit et j'ai ajouté mes économies. Je l'ai contacté, pris rendez-vous, le mois dernier, le 15, et payé pour une chambre d'hôtel et son vol pour venir dans ma ville. J'ai même pris congé le vendredi pour bien me préparer. J'étais tellement excité que mon cœur battait à tout rompre en l'attendant dans ma chambre à 18h. Elle est arrivée, on a discuté un peu, pendant que mon excitation montait de plus en plus. Enfin, le moment est venu. Elle a sorti une grande bâche en plastique de sa valise, l'a étalée sur le lit, et m'a dit de m'allonger, de me déshabiller et de me mettre à l'aise pendant qu'elle allait se changer. Je l'ai fait et j'étais tellement excité. Après ce qui m'a semblé être une éternité, elle est revenue, portant un corset en cuir, des bottes montant jusqu'aux cuisses et rien en bas. Elle m'a demandé si j'étais prêt. J'étais tellement excité que je ne pouvais même plus parler. Je me suis contenté de hocher la tête. Elle est montée sur moi en position 69 et m'a dit de m'occuper de son plaisir en premier. Puis elle m'a demandé si j'étais prêt pour le plat principal. J'ai gémi, oui. Elle a positionné ses fesses au-dessus de mon visage et s'est soigneusement alignée avec ma bouche. J'ai commencé à voir l'ouverture, et elle me caressait toujours doucement. Puis, lentement, un gros morceau a commencé à sortir. J'ai ouvert la bouche, mais dès que c'est entré dans ma bouche, j'ai su que j'avais fait une énorme erreur. Le goût était atroce. L'odeur était insupportable. J'avais des hauts le cœur. Ensuite, elle a déplacé ses fesses sur ma poitrine et a commencé à déféquer partout sur moi. Puis elle s'est assise sur moi, écrasant et étalant le tout sur mon corps. Je luttais pour ne pas vomir. Les larmes de honte, de tristesse et de dégoût remplissaient mes yeux pendant que je me battais pour ne pas éclater en sanglots. Finalement, j'ai fini sur ses mains, et elle a tout mélangé et m'a forcé à le lécher sur ses doigts. Je sentais que je devais l'impressionner, et après tout l'argent que j'avais dépensé, je ne pouvais plus reculer. Après cela, nous sommes allés nous doucher, elle a jeté la bâche dans un sac poubelle, a pris l'enveloppe d'argent, on a échangé quelques mots, puis elle est partie. Immédiatement après, je me suis effondré en larmes, j'ai brossé mes dents pendant ce qui m'a semblé une éternité, et je me suis saoulé en essayant d'oublier. Le mois dernier, j'ai découvert à mes dépens que je n'ai pas de fétichisme scat. Honnêtement, je me sens mentalement brisé par cette nuit, et je ne sais pas si je pourrais m'en remettre. Depuis,
Je lutte beaucoup contre la dépression et j'ai pris rendez-vous avec un thérapeute, en espérant que cela m'aidera. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.